Bienvenue sur Le Crossman, le podcast français 100% MX. Ici, on parle après-course, tests, interviews, conseils, motolife, récap et bien plus encore. Venez écouter ce qu'il se passe devant et derrière la grille de départ. Case. Et salut à tous, bienvenue sur le Crossman, le podcast français 100% MX. On est de retour, comme toutes les semaines, c'est toujours un vrai plaisir de faire ce podcast. La semaine dernière, on a fait un épisode après course sur le SX de San Diego. C'était plutôt intéressant, on a bien décortiqué ça comme d'habitude. Cette semaine, on a la chance d'avoir un invité de marque que j'aurai l'occasion de présenter après. Un invité qui a roulé en SXUS donc sur les deux dernières épreuves, donc sur celle de San Diego, sur celle d'Anaheim 2. On a vraiment aimé voir ces pilotes là, toujours ces pilotes français faire des courses comme ça. C'est toujours hyper intéressant de comparer un peu les pilotes français aux pilotes habituels du plateau du SXUS. J'aimerais d'abord rappeler que ce podcast est sponsorisé par la marque de gants Blasphème. On les remercie comme toujours. Blasphème, la marque française créée par des crossmen pour des crossmen qui proposent des gants de motocross premium dont la particularité est de pouvoir personnaliser ces gants sur vos phalanges. Haute qualité de finition, confort, performance et durabilité, voilà ce que propose Blasphème dans des gants haut de gamme où la personnalisation est le maître mot. Pour en savoir plus, allez sur le site blasphème.co, blasfem.co, et sur les réseaux sociaux à Blasphème Racing. Comme d'habitude, ce podcast est également sponsorisé par le site Omoto, le site d'accessoires de pièces et d'équipements MX, Enduro et Route, qui propose un large choix de produits au meilleur prix toute l'année. Vous équiper, améliorer, entretenir et restaurer votre moto n'a jamais été aussi simple. Pour en savoir plus, allez sur le site omoto-motos.com et sur les réseaux sociaux à Omoto. On va pouvoir enfin attaquer ce show numéro 17, déjà 17 épisodes qu'on fait ce podcast. Je vous rappelle qu'on a commencé tout ça à début septembre et ça marche plutôt bien. On a des retours positifs, donc écoutez, on continue. Cette semaine, j'ai la chance d'accueillir avec moi Hugo Manzato, acteur de la scène SX française, qui a eu la chance de participer à 2 épreuves du SX US côte ouest, comme je l'ai dit, à San Diego et Anaheim. Comment ça va, Hugo? Salut, merci, ça va très bien. Ouais, alors de retour en France, t'es intervenu hier dans la soirée? Oui, j'ai atterri hier milieu d'après-midi à Paris, puis mon train a été annulé avec la grève, donc j'ai pris un BlaBlaCar qui a aussi été annulé. Du Oh là coup, là. j'ai pris un avion et on est arrivé hier soir tard sur Toulouse. Et donc là, j'ai pris une bonne nuit de sommeil, un peu avec le décalage horaire très compliqué, mais ça va. Ouais, donc t'es revenu tout fraîchement. On va pouvoir, j'aurais pas mal de questions à te poser sur ce voyage au SXUS principalement. Déjà, j'avais envie de te poser une question assez large. Est-ce que tu peux nous raconter tes débuts? Comment cette passion t'est venue, cette passion de la moto? Alors, quand j'étais jeune, j'avais pas forcément mon père ou ma famille qui faisait de la moto, à titre, amateur ou professionnel. C'était des passionnés, mon oncle et mon père, étaient des passionnés quoi de moto, et mon père était très ami avec, le patron de l'ancienne Team HDI, et de fil en aiguille, lors de mes 3 ans, mon grand-père, il m'a acheté une moto, et tout est parti de là, mais j'aurais jamais pensé qu'un jour, je puisse, heu, faire, ça, tous les jours quoi, que ce soit entre guillemets «mon métier», comme ça l'est aujourd'hui, et du coup, j'en suis arrivé là, quoi. Ouais, c'est un début un peu atypique. Alors en fait, ton père était pas ancien pilote. Non, pas du tout, mon père, il faisait du rugby, et mes parents ont un restaurant, et du coup, ils étaient pas du tout ils étaient dans le sport, mais pas du tout dans la moto, mais aussi passionnés de moto, quoi. On suivait, à l'époque, c'était, le SXUS, le SX de Paris, et Krusty Demons, quoi, donc j'avais des cassettes, je regardais ça, et puis de fil en aiguille, avec, un ami à mon père, Frédéric Besom, qui était l'ex-patron du Team HDI, j'ai commencé à rouler, et donc j'ai rencontré les frères Musquin, puis Julien Vanni, Anthony Boissière, qui m'ont fait rêver, et quand j'étais gamin, et du coup, ça me donnait envie de faire comme eux forcément,
Mais j'en ai jamais eu vraiment la prétention de devenir un joueur professionnel. Et puis quand j'ai grandi, j'ai compris que ben, je voulais aussi moi avoir ma chance comme Julien ou d'autres ont eu. Et du coup, ben, c'était plus le supercross qui m'attirait que le motocross parce que c'était le show et que le supercross, depuis petit, ça m'a plus fait rêver, quoi. Donc j'avais pour rêve de rouler au supercross de Paris et de rouler un jour en championnat des États-Unis, de faire le supercross US, quoi. Donc ben, je cours après mes rêves, quoi. Ben, t'as bien raison. Comment t'as su que t'allais te spécialiser plus dans le SX que le MX? Est-ce que tu fais des compétitions en MX? Oui, bien sûr. Alors, en fait, quand j'étais petit, le Team HD, ils avaient une piste de supercross et donc moi, avec mon petit 50, j'en roulais toutes les bosses et donc je me faisais plaisir là-dessus. Puis, le motocross, ensuite, je me suis mis à faire que du motocross parce que quand on est jeune en France, il y a pas de cours de SX. Si, maintenant, il y a le 80. Je faisais le 80 Academy, mais à l'époque, ça s'appelait pas comme ça. Mmh. Mais on va dire que le supercross, c'est ce qui me passionnait le plus. Après, pour être bon en supercross, il faut aussi faire du motocross. Donc, bien sûr, je fais du motocross. Là, ça fait quand même depuis 2021, depuis début 2021, que j'ai pas trop fait de courses de motocross parce que je me suis fait mal. Mais cette année, je compte bien en faire, oui. Ok. Tu vas faire l'élite cette année? Alors, vous dire que je vais faire l'élite en entier, absolument pas, mais par contre, je vais faire les 2 premières épreuves qui sont à côté de chez moi, peut-être les 3. Il y a la Capelle et Castelnau, c'est à 1 heure de chez moi, donc ce serait bête de ne pas les faire et de laisser ces opportunités de progresser parce que quand tu fais l'élite, que tu fasses, 1er ou 30e, bah, tu progresses. Donc j'ai vraiment envie d'aller faire l'élite et aussi faire un petit peu de national, les 2 premières sont pas très loin de la maison, donc je vais aussi commencer par faire ça et puis on verra par la suite en fonction des résultats. Ok, ouais. Est-ce que tu penses que les courses de MX peuvent être aussi bénéfiques pour progresser en SX, même si c'est quand même assez différent, les manches sont quand même plus longues, faut être un peu moins précis, c'est pas basé sur le rythme comme en Supercross, mais est-ce que tu penses que ça peut être bénéfique? Ah oui, carrément, je pense qu'un top pilote, de motocross, s'il vient en SX et qu'il bosse, qu'il se met à se spécialiser dans le supercross, il ira forcément très vite. Le motocross, il y en a quasiment toute la saison, c'est avant le supercross, donc je pense que c'est vraiment essentiel d'en faire. Tu progresses, tu te fais la caisse et il faut quand même être très précis parce qu'à la vitesse où ça va sur les pistes, qui sont défoncées comme elles le sont en championnat de France élite ou même des fois sur des courses de ligue, il faut quand même être précis, il faut être vachement technique, rouler avec les pieds rentrés et tout ça pour éviter tout type de blessure. Donc je pense que c'est même essentiel de faire du motocross, de plus de faire des courses, d'être au contact des autres, de prendre des départs. Si tu n'en fais pas pendant 10 mois et que tu reviens, que tu fais des courses que l'été, et les courses indoor de six, il doit y en avoir 3, donc ça fait 6 courses, quoi. Tu prends pas beaucoup de départs dans l'année, donc je pense que c'est important de rouler à plusieurs, de prendre des départs et de se confronter à l'adrénaline de la course, quelle qu'en soit, quoi. Ouais, je pense que tu as plutôt raison, hein. Plus on est complet, plus on va progresser même dans la discipline qu'on choisit de se C'est sûr. spécialiser. C'est quoi ton palmarès actuellement sur la scène française? Moi, j'ai pas du tout un gros palmarès. Quand j'étais jeune, en 2015, j'ai fait troisième du SX Tour en 125. Ensuite, j'ai été une fois champion de ligue en 80. En 2020, en 2018, j'ai été champion d'Espagne de Supercross en 250. Et j'ai fait, je sais même plus combien j'ai fait à l'élite, je crois que j'ai fait 12e, quelque chose comme ça. Ensuite, en 2019, j'ai fait, je crois, 11e ou 10e du SX Tour en 2,5. En 2020, avec le Covid, j'ai fait 5e, je crois, du National MX2. Et ensuite, 2021, j'avais vraiment fait un gros hiver. J'avais fait de super courses de préparation, notamment à Calatayud, à l'élite espagnole, où j'ai fait, je sais plus combien j'ai fait, mais j'ai fait dans les 10 à une manche, alors qu'il y avait des top pilotes français et même autres étrangers. Donc c'était super cool. Mais après, je me suis blessé, donc j'ai pas trop de palmarès ces 2 dernières saisons. Et là, cette saison, j'ai fait 5e championnat de France égalité avec le 4e en SX Tour. Donc ça, c'était cool. Et maintenant, j'ai été en championnat américain. Ouais, justement, je voulais basculer sur cette fameuse aventure du SX-US. On est en pleine intersaison ici, voilà, les championnats n'ont pas encore commencé. Comment as-tu décidé que tu allais te lancer dans le Supercross US en plein mois de janvier? Ben alors moi, en fait, c'est mon rêve depuis que je suis gamin d'aller faire ça. Comme je vous ai dit, c'est
c'était vraiment mon rêve, le rêve ultime, c'est d'aller là-bas et de faire des finales. Et donc, dans ma tête, c'était dans un coin, je voulais absolument y aller un jour dans ma vie. Et cet été, j'ai été contacté par un team américain, enfin canadien, qui cherchait un pilote pour faire une épreuve du Canada. Et du coup, je les avais recontactés. Enfin, on était restés en contact pour le SXUS, mais vu qu'ils connaissaient pas mon niveau sur les pistes américaines, ils étaient pas chauds de miser sur le mauvais cheval, quoi. Mmh. Donc, ça s'est pas fait. Et puis, septembre, octobre, j'avais quand même dans un coin de ma tête d'aller là-bas un jour. Et il y a un de mes meilleurs potes, là, Anthony Bourdon, qui m'a appelé, qui faisait le World SX, et qui m'a dit, faut qu'on se chauffe, faudrait qu'on aille faire les US. Donc, ben moi, il y avait les billets d'avion, en fait, valaient 450 €, donc c'était vraiment intéressant. Et j'ai dit à Anto, ben, je dis, ben, vas-y, on prend les billets et on voit. Donc, on a attendu un petit peu, vu que lui savait pas trop c'est qu'il allait cette année, quoi. Et lui, ses contrats cette année ne lui ont pas permis de venir avec moi aux US, ce qui est dommage. Mais, c'est partie remise. Et du coup, ben, moi, j'ai pris les choses à cœur. Du coup, j'avais pris mon billet d'avion. J'ai appelé un petit jeune, là, Yo, qui est comme mon petit frère, qui m'a suivi. Et donc, on est partis tous les deux là-bas. J'avais un seul contact là-bas, qui était mon ami Kylian Auberson, qui est un ancien pilote professionnel de Supercross, qui a une maison là-bas. Et du coup, je l'ai appelé, j'ai dit: «Écoute, il faudrait que je trouve une moto, un van, une caisse à outils, un lit et ensuite, Ah, on verra sur place, un bidon d'essence, un tapis», enfin, je sais pas, 2-3 trucs essentiels pour qu'on puisse, pratiquer nos sports là-bas. Il m'a dit: «Écoute, moi, j'ai tout à la maison, donc viens et je m'occupe de te trouver une moto». Donc, il m'a trouvé une moto, de location chez son préparateur moteur. Et donc tout s'est fait comme ça, quoi. donc de l'extérieur, ça pourrait paraître un peu un voyage à la route parce qu'au final, voilà, tu as demandé un peu, tout ce que tu avais besoin là-bas. Mais en Ouais. même temps, il y a voilà, si tu as poursuivi tes rêves et au final, ça a plutôt marché parce que tu as accédé à la soirée, sur le SX de San Diego. Comment s'est passée ta 1re expérience là-bas? Pas en termes de résultats, forcément, on viendra après, mais en termes de vie, en général. Est-ce que tu as eu des pépins? Est-ce que c'est exactement comme tu imaginais? Qu'est-ce que tu peux nous raconter J'ai sur eu ce j'ai eu voyage? plein d'aléas, en fait, de péripéties, plein de pépins. On est arrivé donc là-bas le lundi, je venais de faire 3 jours de course à Dortmund. Le samedi soir à Dortmund, j'ai sauté sur un ballot, alors que je me battais pour gagner ma demi, et je me suis, brûlé et déchiré un muscle dans le bras. Donc, je suis arrivé déjà là-bas bien mâché. Arrivé là-bas, quand j'ai dû récupérer ma moto a cassé. Donc, je me suis Mmh. retrouvé sans moto, avec pas de pièces de disponibles. Donc, j'ai eu une moto que le jeudi. Donc, il a fallu attendre, trouver des solutions, le stress supplémentaire et tout ça. Puis, quand on est arrivé là-bas, tout est vraiment différent par rapport à la France. C'est-à-dire que, ben, c'est même pas un autre pays, c'est un autre continent. Il y a rien qui est comme en France. Donc, le premier jour, on a été faire nos courses. Et là, j'ai pris une claque, quand j'ai vu le prix de ce que je mangeais en France, là-bas. J'ai dit: «Mais là, je peux pas manger comme ça, c'est pas possible, je suis pas millionnaire». Ouais. Du coup, et puis je voulais pas m'empoisonner, quoi. Donc, si tu veux, il y avait par exemple dans la vitrine des œufs. Donc tu avais des œufs à 8 $, donc 8 $ le paquet de 12, et tu avais des œufs à 27 $, qui en avaient aussi que Ouais. 12. Donc là, tu te regardes et tu te dis: «Mais c'est la même poule qui a pondu l'œuf, ou c'est le package qui est différent, c'est quoi l'embrouille?» Donc du coup, ben, les œufs, tu prends moyen de gamme. Ouais, Donc, bah, ouais. voilà, mais bon, à 1,30 € l'œuf, c'est compliqué. Et ensuite, ben, beaucoup de pâtes et tout ça. Donc ça a été un peu compliqué de s'adapter. Ensuite, pareil, du coup, j'ai été trouver une salle de sport, donc ça s'est fait facilement. Mais après, tout est différent. Quand tu vas à la station essence pour la première fois, tu tu regardes le prix différemment, tu sais pas comment le pistolet il marche parce qu'il faut enfoncer, enfin tout est différent, quoi. Ouais, c'est vrai que ça devait être, vraiment intéressant surtout, enfin, surtout voilà, si c'était ton premier voyage aux États-Unis, on sait que c'est occidental comme culture, mais quand on arrive là-bas, on n'est quand même pas chez nous, ça c'est sûr, hein. Ah ouais, non, c'est pas du tout chez nous. Du coup, donc Kylian t'a aidé, est-ce que, ça s'est passé comment? Tu dormi chez lui, il t'a vraiment tout Ouais. prêté? Alors en fait, si vous voulez, Kylian, lui, il est là-bas, il a eu un accident, donc il est en fauteuil roulant, malheureusement.
Et donc, il a quand même sa maison là-bas avec une belle piste d'entraînement, un beau garage, une belle propriété, c'est top. Et il connaît beaucoup de choses là-bas du fait de quand il est roulé et que c'était un bon pilote là-bas. Donc, quand je suis arrivé là-bas, Kylian, il est venu me chercher à l'aéroport. Il avait un deuxième van, donc moi, je lui ai loué son deuxième van. Et ensuite, ben, Kylian avait une caisse à outils, un bidon d'essence que, voilà. Parce que quand on arrive là-bas, on n'a même pas de trépied, enfin, on n'a rien, quoi. Donc, du coup, enfin, Mm. moi, personnellement, j'avais rien et je connaissais rien. Donc, il m'a montré où étaient les magasins. Puis après, maintenant, avec les iPhones, enfin, avec le téléphone, tu te déplaces où tu veux, quoi, avec le GPS. Et il m'a expliqué deux, trois trucs, où sont les terrains, quel terrain d'entraînement il faut que j'aille, quand est-ce qu'on voit que c'est ouvert, tout ça. Et puis après, je me suis beaucoup débrouillé tout seul, quoi. OK. C'est, c'est hyper sympa de sa part d'avoir pu te guider. Je pense que tu le remercies beaucoup. Est-ce que, tu envisages faire un autre voyage, en SX-US dans l'année ou l'année prochaine? Ouais, d'ailleurs, je le remercie, c'est super cool parce que sans lui, ben, tout aurait été compliqué. Ouais, maintenant que j'y ai été une fois, voilà, j'y ai été cette année, c'était vraiment, fait, entre guillemets «à l'arrache». J'ai pris 1 mois et demi pour trouver des partenaires qui m'ont permis, d'y aller parce que c'est un coût financier énorme. Donc j'ai trouvé des partenaires ici qui m'ont aidé avec et grâce à qui ça a été possible. Et maintenant que j'ai appris et que je sais, comment c'est, heu, je peux y retourner et faire les choses bien comme je savais qu'il fallait faire dès la première fois. Mais si vous voulez, tu peux pas, partir 1 mois et demi, t'entraîner pendant 1 mois et demi, puis tu arrives à la course, tu as jamais vu un SX de ta vie, tu es pris par les émotions, tu avances pas un radis, enfin, Mmh. c'était pas cohérent avec ce que je voulais faire. Donc j'ai préféré y aller comme ça, 15 jours, arriver 3 jours avant la première course, pas connaître la moto, mais comme ça, au moins, tu connais rien. Tu pas d'attente et j'avais aucune attente, c'était juste d'aller au night show, mon attente. C'est la chose que j'ai faite, mais tu pas d'attente de résultat. Alors que si tu t'entraînes 1 mois et demi avant, tu as forcément l'attente d'un résultat dans ta tête, même si tu te dis que non. Et maintenant que j'ai vu, que je connais, que je sais comment c'est, ben, je sais à quoi m'attendre quand je dirai que je serai préparé, quoi. C'est vrai que je pense que tu as tout dit. Si jamais l'année prochaine tu décides d'y retourner, tu pourras mieux te préparer, tu sauras un peu déjà, ce que c'est, de faire un SX-US en général, mieux te préparer et peut-être encore faire des meilleurs résultats. En parlant de résultats, sur le SX de San Diego, tu fais 17e en heat et 16 en LCQ. Qu'est-ce que tu as trouvé de ces résultats? Est-ce que ça correspondait à tes attentes? Ben oui, ça correspondait à mes attentes, oui et non. La première semaine, quand je suis arrivé, aux US, donc du coup, j'ai récupéré ma moto le mercredi soir. On a vite monté les suspensions que j'avais fait préparer là-bas, donc que je n'avais jamais roulé. Mmh. Hem, je me suis entraîné jeudi. Au bout de 10 minutes, je me suis mis un placard dans les hoops. Du Aïe, coup, j'ai aïe, aïe. tapé un mur, j'ai pas mal, abîmé la moto. Je me suis pas mal abîmé à moi surtout. Déjà que j'étais un peu Ouais. amoché de Dortmund, ça m'a pas arrangé et on va dire que quand je suis arrivé à San Diego, j'étais même pas sûr de pouvoir rouler et et donc mon objectif, c'était d'aller au night show. Voilà, ça c'était mon objectif et une fois que j'étais au night show, c'était de rêver, de prendre, de l'expérience, de rouler sur une piste US, de kiffer quoi. Et donc, 1er départ, je me suis dit: «Bon, toute la saison, je suis bien parti. Il faut quand même essayer de bien partir là» et on ne sait jamais tu pars bien, tu sais pas, vu que je faisais les mêmes enchaînements qu'eux, tout ça, que c'était quand même assez serré au chrono. Mais bon, je suis parti, j'ai pas coupé, mais en fait, j'avais pas vu que ça tournait si tôt et du coup, bah, j'étais viré trop loin, je suis ressorti dans les derniers. Mais après en LCQ, pareil, c'était la guerre et j'étais un petit peu en retrait de tout ça parce que, parce que tout simplement, j'avais pas la vitesse et que du coup, j'ai plus appris en essayant de me faire à la moto et au terrain et en essayant de kiffer quoi, de enjoy que d'essayer de me battre avec eux. Donc j'ai pris le truc, j'ai donné mon maximum, mais j'ai pas roulé comme je peux le faire, ici en Europe. Mais en tout cas, j'ai donné mon maximum, quoi. OK. Hormis les terrains, en eux-mêmes, c'est quoi la plus grosse différence entre une course de SX, français européen et une course de SX US? Bah, déjà, comme tu l'as dit, c'est les terrains. La chose, c'est que le volume de terre, il est peut-être moins important que chez nous. Par contre, c'est 10 fois plus raide. C'est 10 fois plus proche les bosses les unes des autres. Il faut être 10 fois plus précis. Il y a zéro marge d'erreur. Il y a 10 fois plus d'ornières. Vraiment, les ornières, c'est quelque chose qui m'a waouh, ça m'a vraiment scotché.
Les bosses, la raideur, ça m'a assis. Mais ouais, c'était ça. Et ensuite, la taille des stades, c'est quand même incroyable. Quand on était à San Diego, on nous a dit non, mais ça, c'est un petit stade. Ah, d'accord. Ben, écoutez, chez nous, c'est pas comme ça. Ouais. Et ensuite pour avoir vécu une finale, d'avoir roulé sur la piste, pas pendant une finale, pendant une demi, mais d'avoir vécu une finale dans les tribunes, l'ambiance qu'il y a, c'est un truc de fou. Franchement, les gens, il y a eux, ils viennent voir un spectacle, la plupart, mais dès qu'il y a un crash ou un bloc pass ou un truc comme ça, c'est un truc de fou l'ambiance qu'il y a dans le stade. Le stade, il tremble, quoi, ça gueule, waouh! J'ai vu des trucs, les mecs, la bière pleine, ils jettent le bras en l'air. Enfin, ouais, c'était vraiment, c'est quelque chose, en tout cas, en tant que passionné de moto, tout Français ou même tout Européen passionné de moto, si un jour il a l'occasion d'aller aux États-Unis avec un voyage, il y a des gens qui organisent des voyages, vraiment, allez-y parce que vous ne serez pas déçus, quoi. Écoute, si l'année prochaine on a l'occasion d'y aller, Ouais. ça serait bien d'aller te voir parce que ça doit être Mmh. vraiment quelque chose de spécial. Après avoir vu le SX de Lyon, Bah oui. à mon avis, t'arrives à San Diego, même si pour eux c'est un petit stade, tu fais bon, là c'est pas pareil. Ah ouais, là, c'est un truc de fou. Après, Lyon, il y a une bonne ambiance aussi, mais c'est quand même autre chose, c'est autre chose, quoi. C'est pas comparable. Un Lyon, c'est même pas un arena cross pour eux, hein, c'est un truc de pee-wee, hein, la taille du terrain. Ouais, après en C'est- France, on fait avec les salles qu'on a et c'est cool quand le championnat en plus aille aussi dans ces salles. Mais ouais, là-bas, c'est waouh, c'est un truc de fou, franchement. Ouais, ouais, je Et pense. même, Puis l'ambiance. franchement, quand je suis arrivé à l'entraînement, le premier jour, on était à Emmet, donc c'est un terrain qui est pour les terrains d'entraînement très facile, pour les terrains d'entraînement que j'ai fait, quoi. Mais c'est quand même assez pointu et c'était quand même gros. Puis on a été deuxième entraînement, c'était à Pala, à Fox. Et quand Mm. je suis arrivé là-bas, j'ai toussé, quoi. Quand j'ai vu la taille du tube d'arrivée, et moi j'ai peur de ça, quand j'ai vu la taille du tube d'arrivée, je me suis dit, mais comment je vais faire? Le truc, la quantité de terre pour faire le double d'arrivée, c'est la quantité de terre qu'il faut pour faire le Supercross de Lyon. Et c'est un truc, j'ai jamais vu un saut aussi volumineux, pas tellement gros, mais aussi volumineux de toute ma vie, j'en avais jamais vu. Ouais, Et et là tu te dis: «Bon, OK, on n'est pas dans le même monde, eux, ils font ça toute l'année. Moi, c'est j'arrive là ça. comme une fleur, va falloir que je donne». C'est ça, c'est exactement ça. T'as bien résumé, c'est exactement ça. Tu arrives à 9 heures, ça marque que ça ouvre à 9 heures. Tu arrives, il est 8h30, ça roule déjà. Donc tu te dis, bon, ben, la piste neuve, c'est mort, je l'aurai pas. Et puis ça roule déjà, mais ça met déjà un gas. Et puis il n'y a pas y a pas deux pilotes sur la piste, quoi. Il y a 20, 30 motos pendant que toi tu roules, que toi tu découvres, que connaissent par cœur le terrain parce que c'est leur terrain d'entraînement. Donc c'est comme s'ils venaient à la maison, quoi. Ou au premier tour, on saute tout, mais je veux dire, ouais, des ornières de partout, des enchaînements de fou, et fouah, ça m'a impressionné, quoi. Mmh. Tu m'étonnes qu'après ils progressent vite. Si jamais, les terrains en plus, tu peux rouler toute la semaine sur des terrains différents, des terrains pointus comme ça, au final, tu dois progresser assez vite si Ben, tu fais un stage là-bas. ben ouais, en fait, les terrains de Supercross, donc il y en a 4, 5, ouais. Ça coûte super cher. L'entrée, c'est minimum 65 $. Ah ouais. Et donc ça coûte, et encore 65 $, c'est pas cher pour être honnête. Mais quand tu vas à l'entraînement, la piste est neuve, c'est ouvert 2-3 fois par semaine. Donc ils sont intelligents, ils ouvrent pas le même jour. Comme ça, Mmh. tout le monde va tout le temps au même endroit. Et ensuite, quand tu arrives, tu pas tout seul. C'est-à-dire que tu pas toi et tes deux potes avec qui tu t'entraînes. C'est-à-dire que tu arrives et on a croisé Dean Wilson. Bon, il s'entraînait pas, il est venu en tant que spectateur, mais on a croisé Michael Raff, on a croisé Harrison, on a croisé tous les pilotes privés qui roulent en Californie, ils sont là, quoi. Donc, et des fois, tu croises aussi des teams usines qui viennent sur les terrains d'entraînement plutôt que des teams, quoi. Donc, tu as vraiment tout le monde. Et puis, c'est pas 10 pilotes, c'est vraiment comme quand toi, tu vas t'entraîner en motocross en France, quoi. C'est blindé. Et leur mentalité est vraiment différente de la nôtre. C'est-à-dire que en France, quand tu vas sur un entraînement, souvent, et je parle aussi pour moi, j'évite de rouler avec mes concurrents. C'est-à-dire que, quand il y a mes concurrents, soit on roule en décalé, soit on roule à l'autre bout d'un terrain pour pas trop être en concurrence. Mais là-bas, ils ont tout compris, en fait. Ils font tout l'inverse. C'est-à-dire que, OK, ils sont concurrents,
Mais par contre, ils roulent tout le temps ensemble. Donc, ils partent et les mecs, ils roulent tout le temps ensemble. C'est-à-dire que, ben, ils font des manches. Ils font pas des départs, mais ça se rejoint sur le circuit et ça fait des manches, en continu, quoi. Donc, beh, quand tu es tous les jours confronté à tes concurrents, bah, déjà peut-être, tu les connais peut-être mieux et en plus de ça, ça te tire vers le haut parce que tu te donnes tout le temps à fond. Donc, quand tu es tout seul en entraînement ou avec ton pote, avec qui tu t'entraînes tous les jours, si, d'habitude il t'en met, si d'habitude par exemple tu lui mets 2 secondes ou qu'il te met 2 secondes, mais que ce jour-là tu en prends qu'1, beh, toi tu es satisfait de ton résultat. Mais peut-être que lui il roulait moins bien, tu vois? Et du coup, tu sais pas vraiment. Alors que ou quand tu es tout seul, tu te dis: «Pouah, mais là aujourd'hui, mais qui pourrait me battre?» Ben ouais, mais va tu vois? Va avec, des mecs qui sont tes concurrents et tu vas voir que tu vas te faire battre, quoi. Mmh. Dans tous les sports, c'est enfin, je te rejoins, c'est plutôt pareil dans tous les sports. Tant qu'on Ah peut se oui. confronter tous les jours à ceux, qu'on doit se confronter le jour de la course, bah, c'est toujours mieux, ça nous tire vers le haut. Tu as embrayé sur la question que je voulais te poser. Est-ce que tu as eu l'occasion d'apprendre des autres pilotes aux US? Mais, si tu me dis qu'à l'entraînement, ils y étaient, au final, ça peut que te tirer vers le haut. Hem, comment on a parlé du SX de San Diego. Moi, j'avais envie de Mmh. revenir sur le SX d'Anaheim 2. En quoi c'était, différent de se qualifier pour un Triple Crown? Bah, c'est encore plus dur, hein, ils prennent 18 pilotes. Donc, donc en fait, moi après la séance 1, il me semble que j'étais 33e ou 34e, une place comme ça, peut-être 32e, je me souviens plus. Et il me manquait, 1 seconde et demie quoi pour passer, par rapport à mon temps que j'avais fait en groupe, en séance 1 parce qu'il y a 2 séances chrono. Et je faisais pas un 4 dans le fond qui gagnait, un peu de temps, le gros triple, je me mettais court à tous les tours, le sable, j'étais lent, les 2 lignes droites, j'étais lent, donc je me suis dit: «Bah écoute, il va falloir faire ce 4 et il va falloir arrêter de se mettre court sur le triple et puis, le sable, va falloir passer, je suis européen, merde, le sable, c'est chez moi, c'est pas chez eux, donc Ouais, ouais, même si j'aime pas le sable, là, va falloir y aller». Et puis en fait, bah, moi j'avais une moto d'origine, donc déjà se mettre coude sur le triple, j'y arrivais pas, donc même en virant, j'y arrivais pas. Donc ouais. donc déjà je perdais un peu là, je perdais un peu dans le sable et tout et puis j'avais beau tout donner, ça marchait pas, donc du coup j'ai voulu pousser, bah, je m'en suis forcément du coup je m'en suis collé une et j'ai pas amélioré mon temps alors que tout le monde a amélioré d'1 seconde et demie. Moi non. Mais bon, c'est super dur, triple crown, ils en prennent 18 donc je pense que pour les teams, pour, le spectacle, peut-être pas pour les teams, mais pour les, spectateurs, les entraîneurs, tous, c'est mieux de voir une triple crown parce que tu as 3 fois les tops qui se donnent à fond. Mais par contre, pour un pilote privé qui vient et qui est à chaque fois là, par exemple, un mec qui a la limite de se qualifier, bon moi c'était pas le cas, mais pour lui, c'est encore plus dur d'aller en finale parce que Mmh, c'est direct des chronos et au chrono, c'est méga serré et mmh. des fois, tu as des tops qui se ratent en demi, donc du coup, bah, toi, ça te laisse ta petite place pour aller en finale ou pareil en repêche. Alors que là, tu as que des chronos, quoi. Mmh. On en parlait justement dans l'épisode précédent la semaine dernière. Moi, je trouve plus intéressant les courses de SX normales parce que justement, j'avais dit que ça laissait plus de chances à enfin disons à un plus grand nombre de pilotes de se qualifier pour le programme du soir, alors que le Triple Crown, c'est vrai qu'une fois que tu as tes 18 et après les 4 pris, Ouais, au pêchage, enfin c'est en fait, c'est que du chrono et on sait qu'il y a beaucoup de monde qui peut être bon sur un tour chrono. c'est Par ça. contre, après, être bon sur une manche, comme tu dis, avec l'effet de course et tout, tu peux, pourquoi pas aller en finale. Ça peut Mmh. être intéressant. Donc en fait, les Triple Crown, oui, c'est bien pour le spectacle. Une fois que tu es dans le stade et tout, tu as la chance de voir un joli spectacle. Par Bien contre, sûr. pour les pilotes, ça, c'est quand même moins intéressant. Ouais, beh, pour les pilotes, oui et non. Pour un mec qui est pas trop physique et qui part bien, plutôt que de se taper une manche de 15 minutes, il s'en fait une que de 10 donc ça peut l'avantager sur une manche, quoi. Et il peut faire Mmh. un bon résultat. Pour un pilote qui est, en dessous, ben ouais, c'est moins bien, c'est sûr. Après, tous les points de vue sont défendables et voilà, mais ouais, moi je préfère, je préfère en tant que spectateur une triple crown, mais en tant que pilote, la triple crown, c'est pas fait pour moi. C'est sûr. Selon toi, il manquerait quoi pour aller chercher une qualification, pour la finale, l'an prochain en SXUS en 2,5? Est-ce qu'il faudrait, plus d'entraînement là-bas, arriver plus tôt? Est-ce qu'il faudrait une moto plus performante? Qu'est-ce qu'il faudrait? Ben en fait, je pense que, on a un très bon niveau en France. On a un très, très bon niveau en championnat de France SX Tour qui est beaucoup critiqué tout ça, mais faut pas croire.
les mecs qui viennent à Paris, que ce soit Chris Bloz ou des tops, quand ils viennent, ils nous battent, les tops, mais il y en a d'autres qui sont un petit peu moins top et qui là-bas, roulent quand même dans les 10 et ils font derrière les tops français. Donc je pense qu'un pilote français, il est quand même capable de rouler avec les pilotes américains. Mais c'est vraiment un autre sport. Donc moi, ce qui me manque actuellement, déjà, c'est d'organiser le voyage différemment, déjà d'arriver à me battre en France avec les premiers, à gagner des finales. Et ensuite, repartir là-bas avec une meilleure vitesse en général ici en France, ce qui va me permettre de rouler mieux là-bas et arriver là-bas plus tôt, me préparer comme il faut, développer ma moto en termes de suspension et travailler un petit peu sur le châssis par rapport à ça. Et avoir un moteur, ouais, là-bas, une moto d'origine, c'est juste impossible. Là, j'avais ma moto, elle était 100% d'origine comme un mec lambda. J'ai juste mis mon guidon, une transmission et une paire de suspension et un amortisseur et go. Mais ça en France, c'est faisable. Mais là-bas, ça, c'est impossible. Surtout en deux et Et demi. ouais, non, en 4,5, je ne sais pas, j'ai jamais roulé, mais je pense que c'est faisable. Mais même, ça doit être difficile parce qu'ils ont tous des bonnes motos. Mmh. Mais alors, en 2,5, c'est impossible. C'est impossible. Il y en a qui me disent: «Ouais, mais lui, il roule d'origine». Non, non, lui, il roule pas d'origine, je t'arrête. Moi, je roulais d'origine, je peux te l'assurer et le trip du fond, Jet, il fait de l'inter. Moi, je fais exter à fond, je me mets court. Donc non, lui, il roule pas d'origine s'il fait le 3 de l'inter. Donc Ouais. ouais, il faut que je progresse sur tous les points, que je progresse en vitesse. Donc pour travailler la vitesse, il faut bouffer du motocross et ensuite, faire une bonne saison de MX cette année, puis pas se blesser, pas perdre de temps, rouler devant un championnat de France et Six Tours et quand je roulerai devant un championnat de France et Six Tours, quand je partirai en décembre après Lyon, aux US, déjà j'arriverai plus confiant, je connaîtrai, donc déjà avec de l'expérience, ça il en faut aussi. Et puis pour m'adapter là-bas, parce que là-bas, il faut s'adapter. C'est comme eux quand ils viennent chez nous, s'ils ne s'adaptent pas, ils vont pas bien rouler. Donc, et s'ils s'adaptent, ils rouleront mieux. Donc il faut s'adapter et s'entraîner et travailler dur, quoi. Mmh. Bah, écoute, on espère que tu arriveras à mettre tout ça bout à bout, l'année prochaine pour arriver encore plus fort et pour, faire encore des meilleurs résultats et c'est sûr que celui qui essaie de camoufler, une Kawa stock alors qu'en fait il a un moteur pro circuit, ça marche pas trop et on le voit à 10 000. Ouais, et même les KT, il y en a qui roulent avec des KT ou des Husky, tu discutes avec eux, non, non, standard bike, oui, standard bike, mais Ouais, comment ouais, tu ouais. m'expliques que tu fais 4? Enfin, ouais, ok, mais je fais 3, je suis à fond, gros. Comment tu fais 4? Je veux bien que Tu tu avais travailles avec de, ta femme, mais. de l'essence, tu du race fuel ou tu avais de l'essence de Ouais, la pompe? alors en fait, aux États-Unis, c'est difficile de rouler avec de l'essence de la pompe. Parce Mmh. que déjà, quand tu mets du 95 dans ta moto en France, on se plaint que les motos elles marchent mal et le moteur il ramasse grave. Et là-bas, c'est du 96 ou 97, je veux pas dire une connerie comme ça, mais l'essence elle est pas top. Tu vois, elle Mmh. pue, c'est pas de la bonne essence. Donc tu peux rouler avec cette essence-là, mais ça abîme ton moteur et tout ça. Et du coup, de l'essence, j'avais de la Race Fuel, mais ça, franchement, c'est l'essence qui est homologuée. Je me suis pas amusé là-bas à rouler avec l'essence non homologuée, même si je pense qu'il y aurait Mmh. eu aucun contrôle. Mais ça change, enfin, ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. OK. Ça change pas. C'est pas le jour et la nuit comme tu peux mettre de l'essence qui est interdite que ça change vraiment. Là, ça change pas beaucoup, quoi. OK, d'accord. Donc on a déjà pas mal parlé de ton voyage aux US. Avant de Ouais, continuer, sur, quelque chose d'un peu plus léger, je voulais rappeler que ce podcast est sponsorisé par la marque de gants Blasphème, où c'est possible de personnaliser ses gants sur ses phalanges. Ce sont des gants minimalistes très confortables et c'est voilà, ça fait pas d'ampoule. Vraiment, je les ai à tous les entraînements, c'est vraiment top. Et également, le podcast est sponsorisé par le site d'accessoires enduro, moto et route, Omoto, qui propose un large choix de produits au meilleur prix toute l'année. N'hésitez pas à aller suivre les sites internet Blasphème et Omoto et sur leur réseau. Donc après avoir parlé de ton voyage aux US, j'avais envie de te demander, est-ce que tu suis les courses? T'es plutôt US ou t'es plutôt MXGP? ouais, je suis forcément à tous les championnats, toutes les courses. Je les regarde pas toutes non plus, mais enfin, je les regarde pas toutes en entier, mais je regarde les moments clés où et en SXUS, je suis tout quasiment. Mhm. Mais ouais, je suis plus SXUS que MXGP. Écoute, c'est pareil hein,
sur le podcast du Crossman, on est plutôt US que MXGP. Voilà, peut-être que j'aurai l'occasion de faire 2-3 épisodes après course avec des invités sur le MXGP. On verra. Dites-moi, envoyez-moi des messages si vous aimeriez voir des épisodes après course plus typés Europe. Une question que je pose souvent à tous les pilotes que j'interviewe, ton top 3 des pilotes que tu admires, si tu devais faire le top 3 de tes pilotes préférés. Compliqué. Il y en a tellement que c'est compliqué. Moi, techniquement, je suis fan de Sexton et de Jetson. Après, je suis fan des mentalités d'autres pilotes. McAdoo, je suis fan. Cooper Webb, Tomac, je suis fan, ouais. Ok. Le SXUS la saison prochaine, tu as déjà un peu répondu, c'est oui ou c'est non? C'est oui avec un oui entre parenthèses avec un astérix. Ça coûte un budget. J'ai la chance d'avoir des partenaires au top qui me suivent, donc ça c'est top. Maintenant, il faut que je rediscute avec eux de voir s'ils sont chauds de me suivre, de voir avec mon team aussi qu'en est-il en fin de saison. Mais avant tout ça, il faut gagner. Il faut essayer de gagner en France et, et voilà quoi, essayer de bien rouler en France et après, du coup, partir aux US, quoi. Ok. Tes projets pour la saison qui arrive, tu nous en as déjà un peu parlé. Motocross, Supercross? Les deux, carrément, les deux. Je vais faire les deux, je suis obligé. Enfin, c'est pas que je suis obligé, mais si je veux gagner en vitesse et en technique, il faut que je fasse du motocross. Donc ben, motocross, championnat de France national, un petit peu, championnat de France élite un petit peu. Mais ouais, plus tourner sur du SX Tour, c'est vraiment ma priorité et c'est là que je veux tourner ma carrière, c'est là que je veux réussir. Donc, je veux me préparer pour aller aux États-Unis et le meilleur championnat, je pense que c'est le SX Tour. Ok. Bon, et en tout cas, merci Hugo de nous avoir accordé un peu de temps pour ce podcast. C'était très intéressant de pouvoir te poser toutes ces questions sur quelqu'un qui a fait des SXUS en vrai. Je pense que tu nous as dit beaucoup d'anecdotes auxquelles je m'attendais pas. Est-ce que tu as un dernier mot ou des remerciements à dire avant d'arrêter ce podcast? Yes, ben déjà, je voudrais dire que à tous les jeunes qui veulent y aller, allez-y, tentez votre chance. Là-bas, rien n'est infaisable. Il faut juste être serein que le niveau il est super élevé et que vous n'allez pas arriver en gagnant comme ça. Mais allez-y, franchement, c'est un rêve et c'est pas que des on-dit, c'est vraiment ouf. Il faut être prêt. N'y allez pas à l'arrache. Et ensuite, ben merci à vous de m'avoir invité pour faire ce podcast. Et je tiens vraiment à remercier tous mes partenaires, mon team, sans qui ben, tout ça, ce serait impossible. Donc vraiment, je les remercie énormément. Merci Hugo, c'était vraiment top de t'avoir dans ce podcast. Quant à nous, on se retrouve encore une fois la semaine prochaine pour un épisode après course. On aura l'occasion de débriefer un peu plus la course du SXUS. Là, c'était l'occasion d'avoir les retours d'un pilote qui a fait vraiment ces deux courses SXUS. Bravo Hugo pour tout ce que tu fais. On te souhaite vraiment le meilleur pour la saison prochaine. Merci d'avoir fait partie du podcast. Et voilà, plein de bonnes choses. À très bientôt. Merci Hugo et Merci salut à beaucoup. tous. Merci. Pas de souci. Merci à toi.